Et bienvenue, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez, c'est émission spéciale. Aujourd'hui l'alerte nucléaire au Japon pour votre journal tout de suite. Les titres de l'actualité, donc c'est la menace nucléaire au Japon notamment. On parlera du raz-de-marée avec de nouvelles vidéos qui nous sont parvenues aujourd'hui en fin de week-end. Enfin, on parlera dans le reste de l'actualité française avec YouTube et nous parlerons également de la Libye. Merci à tous et bienvenue dans notre journal. On parle donc du Japon. Aujourd'hui, la plus grave crise depuis 65 ans. Le Premier ministre japonais Naoto Kan a déclaré ce dimanche que le Japon, dont la façade nord-est a été dévastée par le séisme, qui c'était la plus compliquée des crises et la plus difficile depuis notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le reportage. Donc tout de suite, on écoute le Premier ministre japonais. Jamais le Japon n'a connu une situation, c'est ce que déclarait il y a quelques heures le Premier ministre japonais. Le tremblement de terre et le tsunami de vendredi, ainsi que la situation en cours dans la centrale nucléaire de Fukushima, représentent la crise la plus compliquée et la plus difficile à laquelle le Japon est confronté depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale il y a 65 ans. Voilà, donc, et on parle maintenant de la crainte, évidemment, d'une nouvelle explosion à Fukushima. En effet, la centrale nucléaire japonaise concentre toutes les inquiétudes après l'explosion samedi d'un de ses réacteurs, et alors qu'un deuxième menace d'exploser à son tour. Enfin, s'il a peut-être explosé, on a tourné donc ce mini-journal à 17h45. Japon, celle de Fukushima concentre toutes les inquiétudes. Une première question se pose, combien de réacteurs sont touchés? Le site de Fukushima compte 6 réacteurs. Au moment du séisme, 3 étaient en marche et se sont automatiquement arrêtés. Problème, le tsunami a endommagé les réseaux électriques et donc le système de refroidissement du réacteur numéro 1. C'est ce manque de refroidissement qui a causé l'explosion d'hier. Depuis ce matin, le système de refroidissement du réacteur numéro 3 est également défaillant et pourrait conduire à la même situation. Deuxième question, y a-t-il eu fuite? Il y a bien eu relâchement de vapeur radioactive dans l'air, une opération obligatoire selon les experts pour éviter que la pression à l'intérieur du réacteur ne provoque une catastrophe encore plus grave. L'enceinte de confinement doit être protégée elle-même contre une montée en pression excessive pour éviter des accidents qui seraient effectivement extrêmement graves. Donc une ouverture volontaire de cette enceinte de confinement a été réalisée hier après-midi et a eu comme effet principal, non pas cette explosion, mais un relâchement de produits radioactifs dans l'environnement. Enfin, ces produits sont-ils dangereux? À partir du moment où il y a des radioéléments qui sont rejetés dans l'atmosphère, ils vont voyager, donc ils peuvent être inhalés par les populations ou alors ingérés, parce qu'ils vont aussi se déposer sur le sol, sur les végétaux. De toute façon, on rajoute de la radioactivité à des personnes qui ne sont pas supposées être exposées à des doses de radioactivité de cette ampleur-là. Donc le risque, il existe, il est très clair. Mais pour définir précisément ce risque, il faudrait connaître les quantités exactes de substances radioactives rejetées dans l'air. Les autorités japonaises sont restées jusqu'à présent très discrètes sur cette question. Voilà donc pour le Japon. On continue à parler du Japon et de la paralysie totale à Tokyo, paralysie même générale je dirais. En effet, les réseaux ferroviaires et téléphoniques sont donc hors service, les embouteillages se multiplient et évidemment en direction du nord du Japon, la plupart des autoroutes sont coupées et les stations-service ne sont plus approvisionnées. Les secours ont bien du mal à accéder à certains lieux sinistrés. Les réparations, elles, n'attendent pas. À cause du séisme, les trains ne passent plus par là. Là, on doit redresser des poteaux électriques. 2 kilomètres plus loin, un chantier beaucoup plus important. Ici, les rails ont été déplacés à cause du séisme. Il faut les changer. Les embouteillages sont massifs sur la voie de gauche, celle qui mène au nord du pays. Beaucoup d'autoroutes coupées. Pour avancer, ce sont les routes secondaires. Nous
On a roulé 65 km et ça nous a pris exactement 4 heures. Ça nous donne du 15 km/h. C'est vraiment la galère. Les connexions téléphoniques aussi sont parfois compliquées. Dans les supermarchés, plus de bouteilles d'eau, plus de produits frais. Les usines de fabrication sont bien souvent à l'arrêt pour encore plusieurs jours. Et de toute façon, les livraisons se font au compte-gouttes. Les problèmes d'approvisionnement qui touchent aussi bien sûr l'essence. Ici, on a posé des bidons à l'entrée car il n'y a plus une seule goutte dans les réservoirs. Et ce type de scène se multiplie à mesure qu'on s'éloigne de Tokyo. Voilà, donc et on parle des nouvelles images du tsunami également, de nouvelles images donc qui nous parviennent petit à petit. La compilation tout de suite. Alors nous n'avons pas la compilation de ces images tout à fait horribles comme vous le savez. Alors des infos donc tout de suite. Plus de 12 000 personnes ont été portées disparues. La situation reste grave comme vous le voyez. Et ensuite l'agence météorologique japonaise a mis le séisme à 9 niveau magnitude. C'est la plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Et puis l'arrêt des réacteurs nucléaires risque d'entraîner un manque d'électricité. Enfin, le séisme aura un impact considérable sur l'économie du pays. Voilà, 10 000 personnes donc seraient décédées dans la préfecture de Miyagi. Et puis le gouvernement n'exclut pas un risque d'explosion du réacteur numéro 3. Enfin, la Banque du Japon prévoit une injection massive dans les bourses, une injection de crise et une gestion de crise extrême. Évidemment, les autorités sont en difficulté puisque maintenant trois bâtiments sont concernés évidemment par le problème. On continue maintenant avec l'actualité internationale et les pro-Kadhafi qui contre-attaquent à Brega. La ligne de front s'est désormais déplacée donc au-delà de Ras Lanouf vers l'est. Les insurgés, quant à eux, reculent petit à petit et les forces pro-Kadhafi inondent la population de SMS qui annonce que l'armée loyaliste sera bientôt à Djabia, dernière ville avant Benghazi, le fief des rebelles. Cachant leurs munitions une fois de plus, les jeunes soldats de la Révolution entament avec entrain leur 4e semaine de combat. Pourtant ici, tout le monde le sait, les armes commencent à manquer et les corps sont fatigués. Ras Lanouf tombé, les forces insurgées se repositionnent pour protéger Brega et sa raffinerie. C'est l'heure de galvaniser les troupes. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Si vous vous faites arrêter par les mercenaires, ne leur donnez aucune information. On va y arriver. Mais Kadhafi a promis d'aller vite, très vite. Terrifiée, la population a quitté les lieux. Mais où fuir? Autour de la petite ville de Brega, il n'y a que le désert. Beaucoup d'habitants se sont donc réfugiés à Jdabia, à 80 km d'ici. C'est là, à l'abri chez un ami que nous rencontrons Souleymane à Oakley. Il a fui en quelques minutes, abandonnant tout derrière lui. Quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu des dizaines de gens s'enfuir dans les rues à toute vitesse. Là, je me suis dit qu'il allait se passer quelque chose de grave. Alors je suis parti. Mais le vieil homme qui l'héberge ne veut pas croire à une retraite des insurgés. C'est notre terre. Ils ne l'auront pas. Entre crainte et espoir, la Libye est désormais coupée en deux. Résultat d'un long travail de sape des forces loyalistes pour une reprise en main du pays. Voilà, et l'actualité également, c'est ce motard qui filmait ses excès de vitesse, un motard de 32 ans donc, qui filmait des excès de vitesse sur les routes du Pas-de-Calais pour les diffuser ensuite sur Internet, a été condamné ce jeudi à 6 mois de prison avec sursis au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Cette vidéo a fait le tour du web, jusqu'à 260 km/h sur l'autoroute A16. Non, il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une prise de risque bien réelle. Le conducteur de cette moto diffusait anonymement ses exploits sur Internet pour épater ses amis, mais c'est finalement cette vidéo qui a permis son interpellation par une brigade de cybergendarmes.
en diffusant ces exploits sur l'atoll. Je ne pense pas qu'il s'attendait à voir la gendarmerie frapper à sa porte. Mais bon, c'est un peu l'objet de ces moyens qu'on met en œuvre, à savoir contourner les rouages habituels et confondre les gens qui se pensent à l'abri derrière l'anonymat d'Internet. Le jeune homme de 32 ans a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour mise en danger de la vie d'autrui. Les chefs d'inculpation pour provocation non suivie de crime et délit par moyen de communication n'ont finalement pas été retenus. Suspendu de permis depuis plus de 6 mois, l'homme peut désormais le repasser sans délai. La moto et la webcam resteront cependant entre les mains de la justice. Le chauffeur a lui décidé de faire appel de la décision du tribunal. Voilà, merci d'avoir suivi cette actualité. Je vous rappelle la principale actualité. Il s'agit bien évidemment de cette alerte nucléaire au Japon. Une alerte ayant fait beaucoup de victimes. En tout cas, c'est les titres de l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.